Connaissance, recherche, sciences, dessin, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Merci. Bonsoir à tous. Lorsque le professeur Christian Oudinot m'a invité à participer à ces journées, je lui ai proposé de donner à cette conférence le titre suivant: De Roger Dion à l'archéologie préventive, la viticulture en Gaule. C'est un titre qui me semble bien résumer non seulement mon propos, mais surtout la mutation de nos connaissances provoquée par 30 années d'accumulation de données, principalement apportées par l'archéologie préventive. Désormais, dans certaines zones au moins, ces données peuvent être mises en série et sont utilisables comme sources historiques. Bien qu'au titre initialement proposé, un autre plus explicite ait été préféré, je souhaiterais partir de l'œuvre de Camille Jullian et de celle de Roger Dion pour montrer comment l'archéologie contemporaine a changé radicalement notre vision d'un phénomène historique qui a marqué notre pays et notre civilisation au moins autant que l'urbanisme romain, ce que Roger Dion résumait ainsi: le vignoble français est un monument romain et des mieux conservés qui soit sur notre sol. Commençons par Camille Jullian. Camille Jullian s'est intéressé à la vigne à plusieurs reprises dans son histoire de la Gaule. Sur la foi de Pline, et certainement influencé par le développement considérable de la viticulture en Languedoc au XIXe siècle, il considérait que, je cite, « la vigne s'étala sans mesure dans la plaine du Languedoc et aussitôt elle prit Béziers pour capitale. » Il suit ensuite la vigne dans la Gaule, au gré des sources disponibles, en Vivarais, en Lyonnais, en Bourgogne et vers l'ouest en Bordelais. Sauf exception, il ne chercha pas à proposer une périodisation. Mais cette prudence qui aboutit à un tableau censé être valable pour le IIe siècle, après Jésus-Christ, est à mettre au crédit du grand savant. La documentation disponible à son époque ne permettait guère de décrire et de dater la progression de la vigne vers le nord. Mais il pressentait l'importance du tonneau, entrevu grâce au bas-relief et les nuances que pourraient apporter un jour les découvertes archéologiques. Et pourtant, le poids des rares sources écrites l'emportera sur toute prudence lorsque, après des précautions oratoires, Camille Jullian écrira à propos de l'édit d'arrachage des vignes pris par Domitien, que Christian Oudinot vient de citer et sur lequel je vais revenir tout à l'heure, et je cite à nouveau: « La mesure prise par Domitien et observée par ses successeurs ne détruisit donc pas le vignoble gaulois, mais elle eut en tout cas sur lui des effets désastreux. » Et il poursuit: « Afin de réparer les maux de l'invasion germanique, l'empereur Probus abrogera l'édit de Domitien, ce que aucune source ne dit. » Alors voyons maintenant ce qu'en disait Roger Dion, plus détaillé effectivement et plus organisé par une vision théorique de la progression de la viticulture jusqu'à ses limites climatiques, et la vision de Roger Dion qui, comme vous le savez, enseigna la géographie historique de 1948 à 1968 au Collège de France. En 1959, il publia un admirable ouvrage intitulé « Histoire de la vigne et du vin en France des origines au XIXe siècle », dont la thèse centrale est que la viticulture ne doit rien à un quelconque déterminisme géographique, mais tout à l'action de l'homme. Traitant de l'Antiquité, si avare de documents écrits en général et de documents sur l'économie en particulier, il utilise toutes les sources disponibles à son époque, textes, inscriptions, mais aussi l'archéologie. Mais qu'est-ce que l'archéologie pouvait lui offrir à l'époque? Quelques données éparses, décousues, mal interprétées, mal datées, sans contexte. Alors, pour donner une trame au discours, pour expliquer, pour combler les lacunes immenses de notre documentation, il se sert de sa formidable connaissance de la géographie historique et de l'histoire des périodes successives, notamment celle de la monarchie absolue, pour aboutir à un discours historique admirablement cohérent et continu. Nous n'oserions plus aujourd'hui procéder ainsi, et pour deux raisons. La première, c'est que nous ne pourrions plus. Plus aucun d'entre nous, j'entends les chercheurs spécialisés qui travaillent de première main, plus aucun d'entre nous ne peut consacrer assez de temps à l'acquisition d'une culture suffisamment profonde pour embrasser ainsi 2000 ans d'histoire.
Aucun d'entre nous n'est capable d'utiliser pleinement l'expérience des époques postérieures pour expliquer l'Antiquité. La seconde raison, c'est que nous savons que c'est de très mauvaises méthodes, même si nous y cédons parfois. Pourquoi ? Parce que expliquer par exemple la politique de certains empereurs romains en utilisant des parallèles modernes postule l'immuabilité du comportement humain dans le temps. Penser que les réactions des monarques absolus seraient constantes, en quelque sorte contraintes par la nature des choses, par la forme de leur pouvoir, par la géographie, par les besoins des populations qui n'évolueraient pas dans le temps. Tout cela n'est plus admissible. Les contextes, les limites techniques, les mentalités de chaque époque sont trop différentes et désormais nous en avons pris conscience. Prenons donc l'exemple classique de l'édit de Domitien, une des rares mesures concernant la viticulture. Notre source principale est Suétone, qui écrit, je cite, « Une année où les vendanges étaient particulièrement abondantes, alors qu'il y avait pénurie de blé, Domitien estima que l'on négligeait les emblavures par excès d'engouement pour les vignes, et il fit un édit selon lequel on ne planterait plus de nouvelles vignes en Italie et on les arracherait dans les provinces, en laissant subsister au plus la moitié. Puis, il renonça à le faire exécuter. » Nous avons vu que cet édit a été utilisé pour nier ou au moins retarder le développement de la viticulture en Gaule de près de 2 siècles, jusqu'à ce qu'un édit de l'empereur Probus permette aux Gaulois de planter la vigne. Roger Dion, avec sa grande culture de l'époque moderne, rapprochait cet édit d'une série de mesures royales, notamment l'édit pris par Louis XV en 1731, qui interdisait de planter de nouvelles vignes sans permission royale. Dion l'interprétait comme une mesure de défense des bons vins contre la marée des vins communs qui pèsent sur les prix et entraînent par leur abondance une baisse des cours. Or, nous n'avons pas de raison de douter de notre source. Suétone parle d'une surproduction ponctuelle, probablement en Italie, comme André Tchernia l'a montré, et d'une pénurie de blé, ce qui nous renvoie au souci de l'empereur d'assurer l'approvisionnement des villes. Et enfin, Suétone dit que l'édit ne fut pas appliqué. En bonne logique, on ne devrait pas tenir compte de ce texte, d'autant plus qu'il ne mentionne pas explicitement la Gaule. Mais si on prive la viticulture gauloise de cette source, entre guillemets, il ne nous reste presque plus rien à raconter à partir des écrits antiques. Pour qu'il y ait histoire, il faut donc donner à cet édit une grande importance, puisqu'il est le seul pour tout le Haut-Empire. Je pourrais tenir le même raisonnement en ce qui concerne un fameux passage du De Republica de Cicéron, ou en ce qui concerne l'édit de Probus, pour montrer la distorsion dont souffre l'histoire ancienne de la viticulture lorsqu'on ne prend en compte que les sources écrites éparses, hors contexte et forcément surinterprétées. Mais peut-on reprocher à nos devanciers d'avoir utilisé le peu de documentation dont ils disposaient pour construire une histoire ? Évidemment non. Aujourd'hui, je vais faire de même devant vous, avec plus de données que Camille Jullian et que Roger Dion, avec des données archéologiques plus sûres, mais avec infiniment moins de génie et de connaissances générales, vous m'en pardonnerez par avance. Il n'est pas besoin de détailler ici combien les produits de la vigne sont au cœur de la civilisation antique. De la vigne, outre le fruit mangé frais ou séché, on tirait des édulcorants, du vinaigre, dont le rôle en tant que boisson et en tant que conservateur était considérable, et surtout du vin. Le vin, drogue, médicament, nourriture, était non seulement la boisson de base des pays méditerranéens, mais une panacée, et il est logique que la conquête romaine se soit accompagnée d'une expansion de la culture de la vigne dans les zones où elle n'était pas pratiquée jusqu'alors. En Gaule, les découvertes de trous de plantation de vignes et d'installations de production de vin se multiplient depuis une trentaine d'années grâce aux fouilles préventives extensives effectuées d'abord par les archéologues des directions des Antiquités, du temps où ils ne s'appelaient pas encore les services régionaux de l'archéologie, par les archéologues des collectivités territoriales, de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales et désormais de l'Institut national de la recherche archéologique préventive, sans oublier l'apport des chercheurs du Centre national de la recherche scientifique et de l'université, qui ont souvent dirigé des opérations d'urgence, apporté une expertise technique et encadré des travaux collectifs. Sur certains points, ces recherches concordent avec quelques passages des sources écrites, mais sur d'autres, elles les contredisent, ou du moins les nuancent. En ce qui concerne les plantations, par exemple, il se confirme que, sauf exception, la vigne était plantée dans de petites fosses et qu'elle était taillée basse et donc n'avait pas besoin de coûteux supports comme en Italie centro-méridionale. En revanche, l'expansion de la viticulture dans les Trois Gaules et en Germanie fut nettement plus rapide que les textes ne le laissent croire. Surtout, il se confirme qu'elle n'a pas été entravée par l'édit de Domitien
qui n'a pas été appliquée, comme Suétone le disait. Les fouilles préventives ont fourni aussi de nombreux exemples d'installations vinicoles caractérisées par des fouloirs, par des pressoirs, des cuves, toutes installations construites en maçonnerie, ainsi que des ensembles de jarres destinés à la fermentation du mou. Toutefois, lorsqu'on s'éloigne des côtes méditerranéennes pour s'enfoncer dans la Gaule interne, les matériaux employés changent. Le bois remplace progressivement la terre cuite et la maçonnerie. Aux jarres se substituent des foudres et des tonneaux de bois dans la vallée du Rhône, en Aquitaine et en Lyonnaise. Les cuves ne sont plus maçonnées, mais sont assemblées en bois. Les pressoirs perdent leur fondation en pierre pour devenir des assemblages de poutres mis en mouvement par des vis. En Aquitaine, en Lyonnaise, en Belgique, en Germanie, voire en Bretagne, c'est-à-dire en Grande-Bretagne aujourd'hui, les vestiges, souvent ténus des installations vinicoles, rendent leur identification délicate et la perception de l'extension de la viticulture dans ces provinces en a longtemps été minorée. Ces dernières années, la multiplication considérable des fouilles préventives et une plus grande attention portée aux traces fugaces, aux pépins de raisin, aux trous de poteaux, ont renouvelé notablement notre connaissance de l'expansion et de la régression de la viticulture. Et c'est ce tableau que je vais essayer de vous montrer maintenant en partant par les vignes de Marseille. Lorsque, au début du VIe siècle avant notre ère, les colons grecs défrichèrent les collines entourant Marseille, ce fut entre autres pour y planter des vignes. Ils savaient qu'ils pourraient les rentabiliser très vite en vendant le vin aux Gaulois. Les nombreux pépins de raisin découverts dans les niveaux du début du VIe siècle du chantier du parking de la plage Jules Verne sur le côté nord du Vieux-Port témoignent de ces plantations originelles. À partir du milieu du VIe siècle, la production devint suffisante pour autoriser le commerce en grand. On commença alors la fabrication des amphores marseillaises, dont plusieurs fours ont été mis au jour, notamment par exemple sur le chantier de la rue Lequin. Au VIe et Ve siècle, le vin de Marseille était principalement vendu aux populations de la basse vallée du Rhône et de la côte méditerranéenne, mais un chapelet d'amphores permet de suivre la progression du vin marseillais jusqu'en Bourgogne et au-delà par la vallée de la Saône. La cité phocéenne mobilisa la distribution du vin en Gaule méridionale jusqu'au IIIe siècle, époque à partir de laquelle son vin fut suppléé par ceux de Sicile et d'Italie centro-méridionale, commercialisés probablement en partie par les Marseillais eux-mêmes, puis par des négociants italiens toujours plus nombreux au IIe et Ier siècle avant Jésus-Christ. Des tranchées de plantations de vignes, fouillées par Philippe Boissineau au lieu dit Saint-Jean-du-Désert, sont datées entre le IVe et le IIe siècle avant Jésus-Christ. Mais jusqu'à présent, aucune installation de production de vin n'a été découverte à Marseille. Il faut tenir compte qu'à cette époque, les fouloirs et les pressoirs peuvent avoir été tout en bois ou parfois en terre crue. En fait, pour Marseille et Grec, il faut s'attendre à trouver au mieux des amas de pépins de raisin et des jarres pour la fermentation. Le modèle culturel associant l'onction du corps avec des huiles parfumées, le rituel du banquet, la consommation de vin et la vie nocturne permise par l'usage des lampes s'est diffusé rapidement auprès des aristocrates dominant les peuples celtes du midi de la Gaule. Les indigènes ont commencé à produire eux-mêmes du vin dès le Ve siècle avant Jésus-Christ au moins. À Martigues, que nous voyons ici, des amas de pépins de raisin, provisions de raisins secs ou plus probablement marcs issus du pressurage, ont été découverts dans un niveau incendié du milieu du Ve siècle avant Jésus-Christ. D'autres exemples ont été également apportés, mais le témoignage le plus net est celui du site de Latte, à côté de Montpellier, où les prélèvements systématiques dans les sédiments archéologiques montrent que, au 5e et au 4e siècle avant Jésus-Christ, le pourcentage des pépins de raisin avoisine à peu près 20% de l'ensemble des graines. Puis il augmente aux alentours de 45% à partir du IIIe siècle, pour atteindre 80 à 90% du total au IIe siècle. Cette période correspond au creusement de tranchées de plantations de vignes qui ont été mises au jour dans le quartier du port Ariane, où ces tranchées de plantations sont datées des IIIe et au 1er siècle avant Jésus-Christ, et où elles ont été décelées sur plusieurs milliers de mètres carrés lors de la fouille dirigée par Isabelle Davot.
Les installations de pressurage n'ont pas laissé de traces. Elles devaient être, comme je vous l'ai dit, en matériaux périssables, mais les jarres dans lesquelles le vin fermentait sont aisément repérables car fabriqués en terre cuite. Il est certain que le cas de Latte n'est pas isolé. La viticulture a dû se développer dans la Cora, c'est-à-dire dans le territoire et l'arrière-pays d'Agde, dès le IVe siècle avant Jésus-Christ. La réputation favorable dont jouissait le vin de Béziers durant l'Empire devait remonter à une antique tradition viticole d'origine grecque. En tout cas, dès la première moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ, un atelier d'Agde, au lieu de Saint-Michel, qui a été récemment fouillé, produisait de notables quantités d'amphores imitant les amphores gréco-italiques d'Italie du Sud. Les Marseillais, malgré l'arrivée du vin italien en grande quantité, devaient continuer à produire leur propre vin. La disparition presque totale des amphores de Marseille entre le milieu du IIe siècle et le milieu du Ier siècle avant Jésus-Christ n'est pas forcément le signe d'une crise du vin local due à la concurrence de la production italienne. On ne fabriquait plus guère d'amphores à Marseille parce que le vin local était consommé sur place. Le territoire de la colonie n'est pas très étendu et les capacités de production n'étaient pas extensibles. Or, Marseille était alors à son apogée. À la fin du IIe siècle et au début du Ier siècle avant Jésus-Christ, elle était comblée de bienfaits par les Romains, elle était l'un des principaux ports d'entrée des marchandises destinées à la Gaule, les marchands italiens s'y pressaient, nous l'avons vu, et la population était certainement en augmentation, probablement aussi le niveau de vie moyen. Comme ce vin local de Marseille devait être transporté dans des outres et déjà peut-être dans des tonneaux de bois, ce trafic local n'a pas laissé de traces repérables par l'archéologue. Lorsque, en 49 avant Jésus-Christ, le siège et la prise de la ville par César auront abaissé la fortune et la population de la ville, le vin redeviendra une source appréciable de revenus pour les citoyens et il sera à nouveau proposé sur les marchés extérieurs dans un type d'amphore à fond plat qui sera à l'origine de la lignée des amphores gauloises. À l'époque d'Auguste, Strabon pourra témoigner que le territoire de Marseille est toujours couvert de vignes et, sous l'Empire, le Massalitanum sera réputé comme le meilleur vin de Narbonnaise. Une installation de production de vin a d'ailleurs été mise au jour en 2002-2003 sur le plateau de Château-Gombert, à une demi-douzaine de kilomètres du centre-ville. Elle est datée du IIe siècle après de notre ère. Nous avons vu donc ce qu'il en était pour Marseille, et voyons maintenant ce qu'il en est sur le territoire de ce qui va devenir la province de Narbonnaise. Il est vraisemblable que les premiers colons italiens ont rapidement planté des vignes, mais ils n'étaient pas les seuls. Des fosses de plantation de vignes à Nîmes, dans le Gard, datées du dernier quart du IIe siècle avant notre ère, par exemple sous l'immeuble Florian que nous voyons ici, montrent l'existence de vignobles situés à l'emplacement où s'étendra la ville dans les années 30 avant Jésus-Christ. Et ils sont donc contemporains de l'apogée du trafic du vin italien en direction de la Gaule. Après cette première phase, qui voit un développement précoce des vignobles autour de Nîmes, de la colonie de Narbonne, fondée en 118, et des points d'appui marseillais comme Agde, Olbia et Antibes, une véritable mutation se produit avec la déduction des colonies de vétérans de César et de ses successeurs sur la côte méditerranéenne et dans la vallée du Rhône, Arles, Orange, Fréjus, Béziers. Dès la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, la vigne couvre de très larges territoires en Narbonnaise et les grands travaux linéaires, construction des lignes TGV par exemple et des autoroutes, en interceptent les traces de plantation et les installations de production. Elles s'étendent sur des hectares à La Palue, dans le Vaucluse, où elles s'inscrivent précisément dans le cadastre B d'Orange, vous savez, ce cadastre qui était affiché dans la colonie d'Orange, dont on a retrouvé des morceaux gravés sur le marbre. D'autres fosses de plantation de vignes ont été également décelées à la périphérie d'Aix-en-Provence, sous la villa de Vareille à Pollan dans l'Hérault, à l'époque augustéenne, et autour de la petite agglomération rurale de la Quintariée, ainsi qu'aux abords de la villa de la Domergue dans l'Hérault, etc. Donc, à l'heure actuelle, on en trouve de façon très, très récurrente, puisque nous savons désormais les reconnaître. Au cours de la période julio-claudienne, l'essor de la viticulture est attesté à la fois par l'existence d'installations de production de vin, mais aussi par la fabrication des amphores. Pour les premières, c'est-à-dire pour les installations, citons par exemple la villa du Suveret à Fréjus, l'énorme villa associée à un grand centre de production d'amphores et de céramique sigillée, fouillé récemment par Stéphane Monet à Saint-Bézard
sur la commune d'Aspiran dans l'Hérault, dont vous voyez ici un plan, celle de Vareille à Pollan, également fouillée par Stéphane Monet. Et pour les ateliers, citons ceux de Saint-Just d'Ardèche, qui produisaient des amphores Dressel 1B et des Dressel de 4, ceux de Mazan et de Sainte-Cécile-des-Vignes dans le Vaucluse, ceux de Montan dans le Tarn, d'Aspiran, dont nous avons ici le plan, de Corneillan, et de Saint-Laurent de la Cabrerie, toujours dans l'Hérault. À cette époque, les producteurs cherchent encore leur voie. Les amphores imitent les conteneurs italiques, Dressel 1B, Dressel de 4, ou les conteneurs de Tarraconnaise, c'est-à-dire les amphores dites Pasqualin que vous avez ici. Ce n'est qu'à partir du milieu du 1er siècle après Jésus-Christ qu'ils vont s'affirmer en produisant des amphores à fond plat caractéristiques. La viticulture, à cette époque, s'étend alors très largement dans toute la Narbonnaise et devient une culture emblématique au point que Columel, dans la préface de son traité, écrit, je cite, « Nous faisons les vendanges dans les Cyclades, en Bétique et en Gaule ». De fait, le vin de Narbonnaise s'exporte largement dans les 3 Gaules, mais aussi vers l'Italie. Les amphores gauloises 1, produites dans la région de Nîmes, sont particulièrement diffusées dans le Massif central. À Rome, la proportion des amphores gauloises varie régulièrement entre 7 et 11% du milieu du IIe siècle au milieu du 1er siècle au milieu du IIe siècle. Il faut certainement y ajouter le vin qui est arrivé en tonneau, mais tenir compte en contrepartie du vin italien qui était transporté dans la ville en outre et en tonneau. Les fouilles encore inédites du port antique de Naples, Piazza Municipio, montrent que les arrivages de vin en amphore gauloise 4 sont considérables à la fin du IIe siècle et au début du IIIe siècle. Ce commerce du vin de Narbonnaise s'étend d'ailleurs bien plus loin, puisque les fouilles des forts romains, alors ici un dessin d'une étiquette célèbre trouvée à Rome concernant du vin vieux de Béziers. Et donc je disais que ce commerce s'étend beaucoup plus loin, puisque les fouilles des forts romains que nous sommes en train de faire dans le désert oriental de l'Égypte livrent de nombreuses amphores gauloises 4, surtout dans la seconde moitié du IIe siècle et dans la première moitié du IIIe siècle. Et d'ailleurs, ces amphores ne transitaient par le désert oriental, mais allaient bien plus loin, puisqu'on en trouve jusqu'en Inde, notamment dans le port d'Aricamédo. Signe incontestable de l'affirmation des vins de Narbonnaise sur le marché méditerranéen et en Gaule interne, les amphores à fond plat, principalement de type gauloise 4 qui les transportaient, sont alors imités dans d'autres régions vinicoles, comme le Levant espagnol, la Mauritanie césarienne, et vers le nord, en Lyonnaise, en Belgique et en Germanie, comme nous allons le voir tout à l'heure. Les fouilles de ces dernières années ont dégagé un grand nombre d'installations, un grand nombre de domaines viticoles en Languedoc et en Provence. Citons parmi les villées construites à cette époque Saint-Martin de Tarado, qui est situé ici, Pardigon 3 à Cavalère, beaucoup d'installations dans le département du Var, mais également des installations et des villas viticoles dans les Bouches-du-Rhône, au Puy-Sainte-Réparade, au nord d'Aix-en-Provence, dans le Vaucluse, du côté d'Apt, et énormément, bien entendu, en Languedoc, dans l'Hérault, la villa des Prébats à Sauvian, par exemple, Notre-Dame de Consolation à Béziers, et plus au nord, quelques installations sur lesquelles nous reviendrons dans la Drôme. Certains de ces domaines entretenaient des superficies considérables de vignes, en jugées par les capacités de vinification. Vous avez ici l'exemple de la villa de Pardigon 3 à Cavalère avec son chai, et il faut imaginer que ces grandes jarres qu'on appelle dolières étaient enterrées jusqu'au col, comme on le voit sur ce bas-relief, vous voyez. Ici, la villa également récemment fouillée de Saint-Martin à Tarado dans le Var. Mais nous montons encore en puissance lorsque nous prenons en compte des domaines énormes comme celui du Mollard à Donzère dans la Drôme, dont le chai abritait 4 pressoirs et près de 200 dolières, ou lorsque nous examinons le cas de la villa des Toulons à Riance dans le département du Var, qui comptait au moins 4 pressoirs, on en avait 2 ici, 2 là, un très grand chai, on voit ici une vue des pressoirs, et une vue du chai à Doliens, qui comprenait au moins 250 dolières, et nous atteignons encore des dimensions supérieures avec la villa de Saint-Bézard, dont je viens de vous montrer le plan, et enfin celle de Vareille
dans l'Hérault, Vareille est situé ici, à Pollan, installation qui comprenait au IIe siècle jusqu'à 480 dolias, et donc une production absolument considérable. Jusqu'à présent, de par la taille énorme des chais et leur concentration, la vallée de l'Hérault constitue la zone de viticulture la plus intensive, mais la vallée de l'Argence, dans le département du Var, arrive juste derrière. Si l'essentiel de la production se faisait dans le cadre de domaines plus ou moins vastes, un grand nombre d'habitants des villages cultivaient aussi des vignes. Les petits agriculteurs de l'agglomération de Pignan dans le Var, probablement un vicus, avaient tous leur installation vinicole. Là, ici, vous voyez la rue, des termes publics, et chacune de ces unités correspond à une habitation de vigneron. Et lorsque on regarde de plus près, vous voyez l'emplacement d'un pressoir, des cuves et le contrepoids du pressoir. Et ce n'est pas le seul exemple. Le village de Peyreplantade dans l'Hérault et le probable hameau de Sainte-Madeleine de Cédéras également dans l'Hérault comportaient tous des maisons qui avaient un fouloir, un petit pressoir et un petit chai à Dolian. Donc on peut dire que cette culture se répand dans tous les niveaux économiques et dans tous les niveaux de la société. À ces vestiges directs de production s'ajoutent ceux des emballages. Un recensement récent dénombre 55 ateliers d'amphores à fond plat, mais les analyses chimiques qui ont été préparées par Fanette Lobenheimer et effectuées par Anne Spitt au laboratoire de Lyon, à partir des amphores gauloises exportées, montrent qu'une très large part des ateliers reste encore à découvrir, notamment dans la vallée du Rhône. L'archéologie la plus récente reflète donc l'image d'une province de Narbonnaise couverte de vignes durant tout le Haut-Empire. Il semble qu'à cette époque, le vin soit le moteur principal du développement agricole de la province, et il me paraît vraisemblable que, sauf exception due à un terroir inadapté, la majorité des exploitations consacraient une part variable de leur surface agricole à cette culture génératrice de profits, car portée par une hausse de la demande due à l'augmentation de la population, surtout urbaine, et à la mise en place de réseaux de distribution efficaces. La moyenne vallée du Rhône semble en revanche dépourvue de vestiges. Alors, j'ai oublié de vous montrer la carte actuelle des ateliers de production d'amphores. Vous voyez qu'ils sont essentiellement concentrés dans la partie sud de la province et que nous avons un vide ici, vide qui peut être dû à deux raisons. D'une part, parce que, comme je viens de vous le dire, les analyses montrent que un grand nombre d'ateliers n'ont pas encore été découverts et ils sont peut-être situés dans cette région où le niveau d'alluvionnement est important et le masque à notre vue, et d'autre part parce que c'est peut-être la zone où se développe l'industrie de la tonnellerie, enfin l'artisanat de la tonnellerie. En effet, cette moyenne vallée du Rhône semble dépourvue de vestiges alors que Vienne est le lieu d'origine d'un fameux vin au goût de pois. C'est certainement une lacune de notre documentation. Les archéologues décèlent généralement les installations vinicoles grâce à l'abondance des jarres qui servaient de cuves de vinification. Or, dans la partie nord de la Narbonnaise, dès le début de la viticulture, on n'a pas vinifié dans des jarres en céramique, mais dans des foudres de bois, mieux adaptées au climat. Alors que, dans les contrées chaudes, la jarre enterrée est un excellent moyen de modérer la montée en température du mou en fermentation, dans les climats plus rigoureux, cette pratique devenait un inconvénient risquant d'empêcher le départ en fermentation. La vinification en vaisseau de bois s'est donc imposée. Elle a pour nous l'inconvénient de ne laisser que peu de traces. Mais Élise Marlière a donné récemment une synthèse sur l'utilisation du tonneau en Gaule, et vous voyez ici une carte qui est extraite de son ouvrage. Utilisation du tonneau qui montre sa diffusion universelle et bien plus précoce qu'on ne le pensait. Armand Desbats avait d'ailleurs prouvé, par l'analyse de la stratigraphie de Saint-Romain en Galles, que le tonneau a déjà une grande place dès le dernier quart du 1er siècle avant notre ère. Le cas de Notre-Dame de la Mue à Hérôme, en Isère, semble typique de ces installations qui ne livrent pas de dolia. Cette villa comporte 4 cuves bétonnées, dont vous voyez ici une vieille photo de ce côté, et une immense salle à 2 rangées de piliers qui, selon moi, devait abriter des foudres. Cet exemple n'est pas isolé. Jean-Claude Béal a récemment effectué une révision
des découvertes anciennes effectuées sur la rive droite du Rhône, dans l'Ardèche. Il a pu ainsi recenser un fouloir à vin associé à 3 cuves dans la villa de la Sarrasinière au nord d'Andance et une autre à Talencieux près d'Annonay. Et de nombreux contrepoids de pressoirs Ravis, dont vous avez ici un exemple qui vient de Lussas dans l'Ardèche, pressoirs Ravis qui pourraient remonter à l'Antiquité, peut-être d'ailleurs à une époque relativement avancée. Le Tricastin pourrait donc constituer une région de transition où l'on vinifie en dolia, mais où l'on expédiait le vin en tonneaux. Alors qu'on connaît très peu d'ateliers de fabrication d'amphores vinaires dans cette zone, on rencontre des preuves de fabrication et d'utilisation de tonneaux sous forme d'outils de tonnelier, d'inscriptions et de représentations sur des bas-reliefs bien connus que sont celui de Cabrières-d'Aigle d'un côté et de Colonzelle dans la Drôme de l'autre, que vous voyez ici. Dans la seconde moitié du IIe siècle et au début du siècle suivant, on constate l'abandon de nombreuses villées de Narbonnaise. Ce sont souvent des exploitations de dimension moyenne, mais il en existe aussi quelques grandes, comme Le Mollard, à Donzère justement, Vareille, Saint-Bézard, Le Grand Loup à la Roquebrussanne, Pardigon-III par exemple. L'abandon des petites et moyennes propriétés peut s'expliquer en partie par la concentration progressive des terres entre les mains des grands propriétaires fonciers qui continuaient à produire du vin. Nous avons pu le mettre en évidence dans le cas des villets de la baie de Cavalère, où on voit bien qu'au moment de l'abandon de la villa de Pardigon-III, qui est ici, la villa voisine, qui elle-même produisait du vin, qui s'appelle Pardigon II, qui est située à 500 mètres, accroît son domaine en exploitant aussi cette partie-là, parce que à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à partir du IIIe siècle, elle a accès à une carrière qui auparavant approvisionnait uniquement cette villa de Pardigon III. Mais il est rare qu'on puisse cerner comme ceci l'évolution des propriétés. Il est des régions, comme le Tricastin, où les analyses paléo-environnementales indiquent la création de prairies en remplacement des vignes. Dans la vallée de l'Hérault, particulièrement bien connue, une production notable d'habitats ruraux est abandonnée dans le courant du IIIe siècle, une reprise se produisant seulement à la fin du IVe siècle. Selon moi, un tel phénomène, c'est-à-dire ces abandons et aussi cette possibilité d'extension, un tel phénomène ne peut guère s'expliquer que par une crise démographique due à une sévère épidémie suivie d'un lent accroissement de la population. Toutefois, ces mutations n'ont pas affecté la totalité de la Narbonnaise. Un certain nombre de grands domaines viticoles restent florissants dans la seconde moitié du IIe siècle et durant tout le IIIe siècle, et ce sont eux donc qui profitent des difficultés et des abandons de terres pour arrondir leur domaine. Mais nous reviendrons sur cette question à la fin. Je voudrais maintenant traiter la question qui vient de recevoir ces dernières années une documentation nouvelle et qui concerne l'extension de la viticulture dans les Trois Gaules. Si le cadre dessiné par l'archéologie semble désormais relativement exact, ou en tout cas précis pour la Narbonnaise, on est seulement au début de la recherche dans les Trois Gaules et dans les Germanies, faute d'une attention suffisante prêtée jusqu'ici à ces vestiges ténus. Les connaissances archéologiques sont donc inégales d'une province à l'autre, comme vous allez le voir. Commençons par l'Aquitaine, c'est-à-dire par toute cette grande région qui est ici. En Aquitaine, la multiplication des découvertes archéologiques permet de brosser un tableau relativement clair, même si une part notable des installations nous échappe. Il suffit de citer le cas d'ici, vous avez une carte qui vous montre l'état de la documentation et vous voyez qu'il y a une grande concentration dans la région de Bordeaux et au nord. Il suffit de citer le cas de la villa de Montcrabeau fouillée par Philippe Jacques. Le seul vestige de l'installation vinicole qui subsiste est cette empreinte en forme de H que vous voyez ici et que l'on peut interpréter comme les fondations, seulement dans la terre, d'un pressoir Ravis tout en bois, du même type que celui qui est représenté sur ce bas-relief d'Aquilée. La fabrication d'amphores vinaires locales dans le courant du 1er siècle de notre ère, dans la région de Bordeaux, apporte le témoignage que la viticulture a alors atteint le stade de l'exportation. En revanche, la disparition de ces mêmes amphores durant le IIe siècle ne signifie pas qu'il y ait eu une crise économique, ou en tout cas une crise viticole, mais
signifie qu'il y a eu changement de mode d'expédition qui se fait désormais en tonneau. La chronologie des installations fouillées confirme ce schéma. En effet, alors qu'on n'a plus d'amphores, les installations vinicoles continuent de produire. Donc c'est bien qu'il y a changement. C'est le cas, par exemple, de l'installation fouillée par Catherine Petit-Aupert et Pierre Silière à Saint-Mézard, à l'Estagnac, dans le Gers, installation qui comporte 2 fouloirs, un pressoir, que vous voyez ici, et un très vaste chai où il y avait des tonneaux, installation qui est construite vers la fin du 1er siècle et qui est utilisée pendant tout le 2e et une partie du 3e siècle après Jésus-Christ. C'est aussi le cas de l'énorme installation de la Haute Sarrazine à Cognac en Charente, qui a été fouillée par Christian Vernoux et qui est dotée d'énormes chais et qui a fonctionné au 2e et début du 3e siècle. On pourrait multiplier les exemples. La Pointe des Minimes à La Rochelle, Belmont à Royan, à la Sémine, anciennement fouillée par Morin, Lazac de Bongraine à Étré, dans Charente-Maritime, la Fontaine à Régnac, en Charente, où l'on a mis au jour aussi de nombreuses fosses de plantation de vignes. Et tout récemment, en 2009, l'INRAP a fouillé un chai construit au IIe siècle dans l'agglomération même de La Rochelle. La multiplication de ces exemples et la densité des découvertes démontrent que, dans la partie de l'Aquitaine située entre Bordeaux et Poitiers, l'extension de la viticulture est un phénomène de masse au cours des IIe et IIIe siècles de notre ère. Mais l'Aquitaine est vaste. Sa frange maritime et le piémont des Pyrénées commencent à être relativement bien connus. L'arrière-pays, en revanche, particulièrement le Massif central, semblait être resté en marge de la viticulture. Sans doute, le panégyrique d'Autun de 312 dira-t-il qu'il est d'usage, je cite, en Aquitaine, d'assigner n'importe où un terrain de nouvelles vignes, mais la notation est trop vague et trop rhétorique pour qu'on puisse la considérer comme une indication utile. En revanche, le passage de Sidone Apollinaire sur les vignobles occupant les coteaux de la Limagne est précis, mais il est tardif, au Ve siècle. De quand datent donc les débuts de la viticulture dans cette région? Jusqu'à récemment, on n'en savait absolument rien. Mais les recherches récentes synthétisées par Pierre Vallin montrent que son développement remonte au moins au IIe siècle, dans cette région, c'est-à-dire la région de Clermont-Ferrand. Pierre Vallin a en effet recensé les traces de plantations de vignes à Marthe d'Artière, des serpettes à Pont-du-Château, à Romagnan, un ensemble de fouloirs et de 4 cuves dans la villa de Maréchal à Romagnan. Vous voyez ici les pressoirs fouloirs et les cuves, qui jusqu'alors étaient interprétés comme une installation pour l'huile. Et il a également fouillé, en 2008, c'est une fouille de l'INRAP, au lieu-dit Champ-Chalatra, sur la commune de Marthe d'Artière, une grande villa qui est occupée au IIe siècle. Et à cette époque-là, le bâtiment qui est sur la photo aérienne ici montre un ensemble de 2 cuves. Bon, le site est très arasé, mais il n'y a aucun doute que nous avons ici 2 cuves et qu'il y avait les fouloirs et les pressoirs dans ce secteur. Et ici se développait un chai, probablement lui aussi avec des installations en bois, des tonneaux de bois. Ces découvertes autorisent la réinterprétation de fabrication d'amphores à fond plat et d'amphorettes dans les ateliers d'Yzeure, de Varennes-sur-Allier et de Lezoux, et il est vraisemblable que ces productions d'amphorettes sont susceptibles d'avoir servi à la conservation et au vieillissement d'une partie des vins locaux. Au nord d'Auguston-et-Metton, dans la région d'Avaricum-Bourges, c'est-à-dire dans ce secteur qui est là, d'autres types de vestiges archéologiques ont récemment été attribués à la viticulture. Les traces de plantation. Un premier ensemble de 230 fosses, daté des 1er et 2e siècles après Jésus-Christ, a été mis au jour en 1993 à Saint-Martin-des-Champs et a été publié par Alain Ferdière. Plus récemment, au lieu des Pijolins, un ensemble qui comporte plus de 2700 fosses de plantation a été découvert au sud de Bourges. Ces 2 exemples montrent une viticulture intensive couvrant de larges espaces à forte densité dès le 1er siècle. On note au même moment l'apparition d'une production d'amphores régionale. Et selon Françoise Dumazy et Christina Gandini, qui ont travaillé récemment sur cette question, ce constat justifie la remise en cause de l'attribution du cépage Biturica, qui jusqu'ici était attribué au Bordelais, au Biturige vivisque, et le réexamen du dossier en faveur des Bituriges cubes. Donc, vous voyez que la situation est très évolutive en Aquitaine, mais il en est aussi de même en ce qui concerne la Lyonnaise et la Belgique,
que nous voyons ici. Alors qu'il est relativement aisé de déceler les traces de la viticulture en Aquitaine, surtout dans la partie occidentale, car, comme vous l'avez vu, les fouloirs et les cuves sont maçonnés, les vestiges de la viticulture en Gaule lyonnaise et Belgique sont plus difficiles à repérer, tous les instruments, ou presque, étant en bois. Quelques productions d'amphores à fond plat dans la vallée de la, Rhône, de la Seine et de la Loire au 1er siècle et 2e siècle attirent notre attention sur l'existence d'une viticulture locale. Cette dernière n'est toutefois repérable que par des vestiges en creux, fosses de plantation de vignes, empreintes laissées par les pressoirs, par la découverte de serpents de vendangeurs et d'amas de pépins de raisin, ainsi que par l'étude des analyses polliniques. Un célèbre panégyrique, déclamé à Autun en 312, évoque la viticulture dans cette région, et en Bourgogne. Mais à quand remonte-t-elle? Au IIIe siècle ou avant? Les indices rassemblés tranchent décidément pour les débuts de l'Empire. En 2008, les recherches effectuées par Mathieu Pou sur la villa de Goiffieux à Saint-Laurent-d'Agny à l'ouest de Lyon ont mis au jour une portion d'un vignoble caractérisé par des tranchées de plantation et des fosses de provignage. Plantées au début de l'époque augustéenne, ces vignes faisaient partie d'un jardin d'agrément. Mais les recherches que Mathieu Pou a conduites cette année même, durant l'été 2009, viennent de mettre au jour un ensemble vinicole de première ampleur. La villa de Goiffieux a connu une histoire longue et complexe, qui remonte au moins au 1er siècle avant Jésus-Christ, voire au 2e siècle avant Jésus-Christ, mais au cours du 2e siècle de notre ère, une partie de la pars urbana a été convertie en installation vinicole comprenant plusieurs fouloirs et pressoirs. Il ne fait guère de doute que la production de vin avait commencé bien avant, probablement dans un bâtiment périphérique qui n'a pas encore été dégagé. Le propriétaire du 1er siècle rendait d'ailleurs grâce à Bacchus, puisqu'il avait fait poser une mosaïque à son effigie dans son eucus. Tout récemment aussi, des fosses de plantation de vignes du Haut-Empire ont été découvertes à Gevrey-Chambertin par M. Chevrier, et des analyses polliniques effectuées à Neublanc en Saône-et-Loire, au pied du Jura, montrent que les pollens de vitis sont significativement abondants au 1er siècle de notre ère et disparaissent d'ailleurs dans la seconde moitié du 2e siècle après Jésus-Christ. Plusieurs villets de cette région, notamment celle de Lournan par exemple, ont livré des amas de pépins de raisin et des serpentes de vendangeurs, et certains bâtiments peuvent être interprétés comme ceci, parce qu'il y a une cuve, comme des installations vinicoles. La vallée de la Loire commence, elle aussi, à révéler un passé viticole bien antérieur aux nombreuses notations de Grégoire de Tours, qui, dans le dernier quart du VIe siècle de notre ère, offrira un tableau du Val-de-Loire banalement complanté en vigne, certainement depuis bien longtemps. Là encore, les preuves indirectes que constituent les centres de fabrication d'amphores vinaires sont les plus aisées à saisir. Des ateliers sont signalés depuis longtemps à Crouzille-Mougon, en Indre-et-Loire, à Thésée-Pouilly, dans le Loir-et-Cher. Une meilleure attention portée aux vestiges agricoles autorise l'identification de structures de production de vin dans plusieurs villas. Celle de la Fouchardière à Chênehutte, par exemple, vous voyez ici le pressoir, celle du Grand Marion à Chéillé, celle des Enfers à Fossé, sont connues depuis longtemps. Mais il faut signaler la découverte en 2005, dans une fouille d'urgence dirigée par Marie-Laure Hervé de l'INRAP, à Pierriac-sur-Mer, en Loire-Atlantique, 2 tranchées qui dessinent l'empreinte d'un grand pressoir à levier, et que vous voyez ici. Vous voyez, ce sont ces tranchées qui sont apparemment banales, mais que désormais nous savons reconnaître. L'utilisation de cet appareil, d'une longueur de 13 mètres, est postérieure au IIe siècle et pourrait dater du IIIe ou du IVe siècle de notre ère. Sur la partie septentrionale de la Lyonnaise et le sud de la Gaule belgique, qui comprennent la vallée de la Seine et le bassin parisien, les sources écrites antiques concernant la viticulture se résument à une brève mention, fameuse au demeurant, dans un discours de l'empereur Julien. Celui-ci, frappé par la douceur du climat, signale que, dans la cité des Parisii, pousse une vigne de qualité, mais cette fugace indication vaut-elle pour les époques antérieures au milieu du IVe siècle avant Jésus-Christ? Une série d'indices le laisse penser. Plusieurs sites au nord de Paris, notamment celui de Bruyères-sur-Oise, dans le Val d'Oise, donc, que vous voyez ici, Bruyères-sur-Oise, plusieurs sites ont livré des alignements de fosses de plantation de vignes datables entre le IIe et le IVe siècle après Jésus-Christ.
Ces traces de plantation doivent être rapprochées des fabrications d'amphores à fond plat qui ont été identifiées à Paris même et dans les vallées de la Seine et de l'Yonne, ainsi que dans la région de Chartres. Ces productions limitées d'amphores vinaires ne sont que la partie archéologiquement visible d'une production vinicole certainement plus ample. En effet, la débite locale devait se faire, comme partout ailleurs, en conteneurs de peau, et l'expédition par les voies fluviales et maritimes, notamment vers la Bretagne, devait se faire en tonneaux. Il reste à découvrir les lieux de production. Un bon exemple est offert par la villa de Luzarches, au nord de Paris. Je vous repasse la carte, donc ici. Villa qui vient d'être publiée en 2003 par M. Couturier. Dans ce vaste établissement, une longue fosse flanquée de 2 paires de trous de poteaux est interprétée comme le seul vestige subsistant d'un grand pressoir à levier. Donc le pressoir se développait comme ceci, il y avait un ancrage là et une machinerie de ce côté-là. Et cette identification est confirmée par la découverte dans la fosse de milliers de pépins de raisin. 2 phases ont été reconnues, dont l'une est datable du IIIe siècle de notre ère. Et vous comprenez que ce type de vestige, jusqu'à ces dernières années, ne pouvait même pas être décelé ni interprété. Il a fallu que les méthodes de l'archéologie s'affinent beaucoup pour que l'on puisse les retrouver. Alors encore un peu plus honneur, que se passe-t-il le long de la Moselle et du Rhin? Le vignoble de la Moselle est exceptionnel de plusieurs points de vue. D'un point de vue littéraire d'abord, parce que les vers, grâce aux vers que lui consacrèrent Ozone et Venance Fortunat, le premier à la fin du IVe siècle, le second au milieu du VIe. Historique ensuite, car la présence d'une aristocratie puissante à Trèves, devenue capitale d'empire, a certainement favorisé la création et le développement d'un vignoble dans une vallée dont le climat est favorable, mais dont le relief, très accidenté, a dû être remodelé à grands frais. Exceptionnel aussi de point de vue archéologique, car la surveillance assidue du territoire de la part de l'équipe du musée de Trèves a entraîné la fouille préventive d'une quinzaine d'installations vinicoles caractérisées par des fouloirs bétonnés, que vous voyez ici par exemple à Pisport, par des pressoirs à vis, ici une reconstitution du pressoir de Brandberg, et par évidemment des découvertes de tonneaux. Les bords de la Moselle, entre Trèves et Coblence, sont donc constellés par ces domaines vinicoles dont les plus connus ont pour nom Pisport, Brandberg et Erden. À s'en tenir à ces fouilles, il semblerait que l'implantation des vignobles le long de la vallée de la Moselle soit postérieure à la promotion de Trèves comme capitale impériale. Mais certains indices, comme la découverte de serpents de vendangeurs dans la nécropole du IIe siècle à Coblence et les bas-reliefs de Nijmegen qui représentent des tonneaux, indiquent probablement un démarrage plus précoce. L'extraordinaire concentration des chais dans la vallée de la Moselle ne semble pas s'étendre au-delà de Coblence, ni dans la vallée du Rhin. Toutefois, la viticulture y était présente, quoique plus sporadique. Elle est attestée par la présence de serpes de vendangeurs et de serments de vignes à Mayence, des tonneaux aussi, comme celui-ci, et par une seule villa vinicole qui ait été fouillée dans le Palatinat, à Weilberg, à Bad Dürkheim, mais l'ampleur même de l'installation, vous voyez ici un grand fouloir et 2 énormes cuves, et ici évidemment la pièce où devaient se trouver les tonneaux, l'ampleur même de ces installations est l'indice que cette villa viticole ne pouvait être isolée. Quand on a atteint ce niveau de production, il est évident que ça fait partie d'un phénomène beaucoup plus général. Il faut donc s'attendre à ce que de nouvelles découvertes complètent le tableau, d'autant plus que les productions d'amphores à fond plat sont attestées dans la vallée du Rhin, tant en Palatinat qu'en Alsace, par exemple à Brumath, à Reichshofen et à Rheinzabern. Revenons maintenant vers le sud pour un point sur le devenir de cette viticulture au cours de l'Antiquité tardive, ce qui était une terra incognita totale il y a encore quelques années. Peut-on saisir le devenir de la viticulture après cette crise que l'on ressent en Narbonnaise? On est encore loin de pouvoir parler ainsi pour la Lyonnaise et la Belgique et la Germanie, vous l'avez bien compris, étant donné l'état de la documentation qui est encore beaucoup trop partiel, mais quand même, pour l'Aquitaine et surtout pour la Narbonnaise, nous avons
d'assez bons indices pour penser qu'il se passe quelque chose, effectivement, dans le courant du IIIe siècle, peut-être lié, comme je vous l'ai dit, à un problème démographique important. Donc, qu'est-ce qui se passe malgré tout plus tard, au IVe, Ve et VIe siècle? Dans l'état de la documentation, il n'est guère possible que pour la Narbonnaise, l'Aquitaine et la vallée de la Moselle de se prononcer. Partout ailleurs, comme je vous l'ai dit, les données sont insuffisantes. Les seules données qu'on puisse retracer, par exemple, pour la Lyonnaise, seraient, pour la vallée de la Loire, les témoignages de Grégoire de Tours, et il est donc qui montre que la vigne était très largement cultivée, et il est donc clair que un jour ou l'autre, on va trouver des installations de cette époque. Pour la Narbonnaise, par contre, donc, nous avons suffisamment de documentation pour pouvoir, à partir des sources archéologiques, donner une vision plus précise. Les ateliers de potiers, nous l'avons vu, étaient très nombreux au IIe siècle, encore au début du IIIe siècle, et ils cessent de produire, à quelques exceptions près, comme l'atelier de Portisol, ils cessent de produire dans la deuxième moitié du IIIe siècle. Mais au moment du triomphe du tonneau, la fin de la fabrication des amphores peut-elle être interprétée en termes de crise viticole? Je ne crois pas. Et c'est surtout, on peut parler de crise viticole, surtout pour l'abandon des villas qui faisaient ce type de production. Notre indicateur principal disparaît donc, mais un autre subsiste, celui de l'occupation des villas vinicoles elles-mêmes. Une proportion notable des installations vinicoles de Narbonnaise est alors abandonnée, comme je vous l'ai dit. Pour autant, la province ne cesse pas de produire du vin. Quelques grands domaines, comme ceux de Saint-Martin de Tarado, de Méran dans le Gard, des Farguettes à Nizan-les-Ansérunes, des Prébats à Loupian, subsistent durant le Ve siècle et parfois jusqu'au VIe siècle. De nouveaux établissements viticoles se créent ou se restructurent, comme la villa de la Gramière dans le Gard, à Saint-Victor-Lacoste, qui présente une installation vinicole construite au Ve siècle, ou comme tout récemment fouillée, celle de Saint-Privat à Rousset dans les Bouches-du-Rhône. Ce dernier site vient de faire l'objet d'un diagnostic de l'INRAP sous la direction de Patrick Reynaud, qui a eu lieu en 2009, et qui montre qu'une installation vinicole, dont vous voyez ici, donc vous voyez ici la vue aérienne avant les sondages, la tache blanche représente le pressoir, et les sondages ont montré qu'il y a effectivement un pressoir à vis qui est bien daté du Ve siècle. Donc, on commence à avoir quelques exemples de ces sites et de ces villets qui continuent à produire au IVe et au Ve siècle. D'autres habitats équipés d'installations vinicoles apparaissent au Ve siècle. Ils sont souvent de petite taille, comme ceux du Bourdoux dans l'Hérault, que vous voyez ici, et pourraient avoir été habités par des tenanciers de grands domaines plutôt que par des agriculteurs indépendants. En Aquitaine, la situation paraît analogue. De nombreuses installations vinicoles du Haut-Empire sont abandonnées dans la seconde moitié du IIIe siècle, mais cela ne signifie pas une crise généralisée. Comme en Narbonnaise, de grands propriétaires fonciers continuent à tirer de la vigne une part notable de leurs revenus. Des installations vinicoles, comme celle du bourg à Sainte-Colombe, qui est ici, en Gironde, sont datables des IVe et Ve siècles et illustrent cette phase florissante de la viticulture d'Aquitaine, célébrée par des œuvres littéraires bien connues, comme celle d'Ozone, qui décrit son petit héritage, comme il dit, dont un dixième environ, sont quand même 25 hectares, était consacré à la vigne. La conquête de l'Aquitaine par les Goths ne semble pas avoir affecté gravement cette production, soutenue par une demande locale. Au Ve et VIe siècle, les sources écrites continuent à parler de l'Aquitaine comme un pays de vigne, et l'intérêt qu'y portaient les aristocrates et les évêques est bien connu. Pour la dernière région sur laquelle nous disposons d'une documentation suffisante, la vallée de la Moselle, l'économie viticole semble avoir été très affectée, mais pas totalement ruinée par la conquête barbare du début du Ve siècle. Un bon nombre de chais sont abandonnés au début du Ve siècle, mais certains subsistent, par exemple ceux de Löschnich, de Herden et de Pisport. Toutefois, aucune des installations fouillées jusqu'ici ne semble fonctionner après le milieu du Ve siècle, ce qui pourrait signifier une chute de la demande plus qu'une perte de savoir-faire, puisque, au milieu du VIe siècle, Venance Fortuna évoque le vignoble mosellan renaissant sous l'impulsion de l'évêque Nisier. Mais il pourrait s'agir de la magnification littéraire d'une initiative limitée. Là encore, la poursuite des recherches permettra peut-être de trancher. En conclusion, les recherches archéologiques récentes ont bouleversé nos connaissances sur la culture de la vigne qui était jusqu'alors fondée principalement sur les sources littéraires.
vous noterez que je les ai rarement cités, me concentrant sur l'apport plus solide, plus continu, qu'offre désormais l'archéologie, au moins dans certaines régions comme la Narbonnaise. Résumons ces acquis. L'expansion de la vigne, commencée au VIe siècle avant Jésus-Christ à partir de Marseille, a touché l'ensemble de la Narbonnaise. Dans la seconde moitié du 1er siècle avant notre ère, elle s'épand très largement. Elle a atteint l'Aquitaine, la Lyonnaise et la frange méridionale de la Belgique dans le courant du 1er siècle après Jésus-Christ. Plus au nord, le vignoble de la Moselle et du Rhin ne semble devenir significatif qu'au IIIe siècle, mais il pourrait avoir une origine plus ancienne. La documentation archéologique commence à s'organiser en série et à offrir une continuité territoriale et une assise statistique donnant une plus grande solidité aux conclusions. Mais de nombreuses questions restent encore posées. En voici quelques exemples. Nous avons vu que la culture de la vigne était précoce, plus précoce qu'on ne le croyait en lyonnaise, mais quelle fut son extension relative et absolue? Et comment la mesurer à une époque où les instruments sont en bois et les amphores ont été totalement remplacés par les tonneaux? Et que se passe-t-il au 5e et 6e siècle après Jésus-Christ, période pour laquelle manquent encore les vestiges de production que nous trouverons peut-être? C'est la quête assidue des phases de plantation, des fondations d'appareils, des fragments d'outils, des pépins de raisin, des noyaux, des charbons de bois, complétés par les analyses polémiques, qui nourrira ces problématiques et permettra de combler ces lacunes. Les archéologues d'aujourd'hui et de demain ne manqueront donc pas de travail dans ce champ d'études. Et je vous remercie.